Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est François Asselin. Bonjour. Bonjour. Président de la CPME, merci d'être là avec nous. Alors vous avez suivi, j'imagine, le discours du président Macron, qui, on l'a compris, n'a pas accédé à cette demande revendiquée donc par les Gilets jaunes de ne pas augmenter les taxes sur les carburants. Vous aussi, vous appeliez le président donc, à reculer. Il ne vous a pas écouté, mais il propose d'adapter la fiscalité en baissant donc, les taxes quand le pétrole flambe. Il y aura aussi des débats en toute la France. Bref, satisfait ou pas de la réponse politique du président de la République? Mitigé, très mitigé, parce que, bon, certes, ce qu'il annonçait sur la TICPE concernant les hausses prévues au 1er janvier prochain, savoir que si le cours des matières premières allait augmenter, allait flamber, eh bien, on allait attendre avant de remettre un coup de louche sur le carburant. Ça nous paraît une mesure de bon sens. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avions réclamé dès le départ de cette histoire, de dire, attendez, stop, la fiscalité, on en est gavé, il faut faire très attention. Donc, de ce point de vue-là, il fallait vraiment donner un signe. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait au 1er janvier ? Qu'est-ce qu'on fait pour la transition énergétique dans la construction? Qu'est-ce qu'on fait dans le secteur des transports à travers la LOM, au niveau fiscal? Que fait-on au niveau des départements d'outre-mer où la ministre Annie Girardin est ce matin à La Réunion? C'est-à-dire que nous avons, nous, CPME, professionnels, branches concernées, travaillé depuis des semaines, parfois depuis des mois, avec le gouvernement, avec les services de Bercy, avec différents ministères, pour travailler sur les trajectoires fiscales des différents pans économiques de notre pays. Et puis à l'arrivée, depuis le début du projet de loi de finances, la PLF et puis actuellement la PLFSS, Sécurité sociale, d'un seul coup, on referme les livres, on dit écoutez, nous, on file, on fonce, et grosso modo, on ne décide plus de rien. Non, absolument pas écouté. Mais juste, le MEDEF, en tout cas, accueille positivement cette modulation de la taxe sur les... Pardon de revenir là-dessus, mais c'est quand même un sujet qui nous intéresse tous. Accueille positivement, donc, encore une fois, cette modulation de la taxe sur les carburants en fonction du cours. Vous êtes plus... C'est-à-dire que c'est un épiphénomène dans la fiscalité globale auquel les entreprises sont soumises. Nous sommes les champions... Mais vous avez demandé une abrogation, qu'il n'y ait pas de hausse de ces taxes sur l'essence et sur le diesel en 2019. Vous n'avez pas été entendu, comme les Gilets jaunes d'ailleurs. Alors, nous avons été entendus sur le fait que sur le carburant, bien évidemment, si le cours des matières premières flambe, eh bien, ça va plafonner. Donc vous êtes satisfait? On est plutôt satisfait. Mais c'est un des éléments sur la fiscalité globale. Nous sommes les champions d'Europe des prélèvements fiscaux sur les personnes morales, sur les entreprises, en France. Si la fiscalité va d'une façon foisonnante alourdir les entreprises, on va passer complètement à côté de l'objectif qui est de redresser l'activité économique de notre pays. Ça tue la croissance, ces affaires-là. Donc ce qu'il faut dans un premier temps d'abord, c'est rassurer les acteurs économiques et donner des perspectives. On avait demandé de la visibilité, de la lisibilité. Est-ce qu'on a de la visibilité? Non. Est-ce qu'on a de la lisibilité? Nous l'attendons. Donc c'est ça le plus important. Vous savez, après tout, ce qui serait peut-être pas mal, ça serait d'imaginer un outil fiscal qu'avait imaginé à l'époque Nicolas Sarkozy pour tous les Français, qui payaient beaucoup d'impôts. Ça serait un bouclier fiscal pour les entreprises. Ouais. À partir du moment où on s'aperçoit... Il l'a abandonné en race campagne, celui sur les particuliers. Oui, exactement. Mais sauf que, si vous voulez, on arrive dans une telle situation où on aimerait comprendre quelle sera notre fiscalité. Et deuxièmement, Raphaël Legendre l'a très bien dit avant, il faut qu'il y ait une acceptabilité de la fiscalité. C'est-à-dire qu'on a besoin de connaître le fléchage et à quoi sert cet argent. Parce que dans cette histoire, finalement, ce qui a été le plus mal compris et le plus mal supporté par beaucoup de Français, c'est de s'apercevoir que, à grande déclaration de transition écologique, on s'apercevait qu'une grande partie de cette fiscalité n'allait pas à la transition écologique. Mais au budget de l'État. Mais au budget de l'État. Voilà, donc écoutez, soyons entre guillemets... collectivement transparent, on est tout à fait d'accord. Lorsqu'il y a initiative économique, en face, il faut qu'il y ait de la solidarité, de la redistribution. Mais nous voulons comprendre quelle est la trajectoire du gouvernement. Et là, on est encore, je dirais, entre deux eaux. Ouais, sauf que beaucoup, encore une fois, de critiques sur cette TIPP flottante New Look, on s'en souvient, à l'époque, ça a coûté cher aux finances de l'État. Et derrière, le prix du litre avait été réduit de 1 ou 2 centimes. Donc vous êtes satisfait en même temps
l'efficacité est assez discutable de l'expérience dont on peut avoir Mais vous savez, tout sera discutable à partir du moment où la première économie, ça serait de réformer la sphère publique. Et ça, eh bien, on attend encore de savoir quelle est la trajectoire là aussi de l'État, quelle est la stratégie en termes de réforme de la sphère publique pour tout simplement eh bien, retrouver un équilibre, un juste équilibre entre la sphère publique qui prend 57% de la richesse créée du PIB. Là aussi, c'est le plus gros décalage européen. Il en a parlé d'ailleurs le président hier en disant qu'il fallait rebâtir une plus grande efficacité des services publics en dépensant moins pour pouvoir, et c'est la fin de la phrase qui a dû vous intéresser, pour pouvoir baisser les taxes et les impôts. Vous lui dites quoi? Vous lui dites chiche, allez on y va. Bien sûr, chic, et on est prêt. Chiche, et on est prêt à travailler avec vous sur cette trajectoire, parce que de toute façon, c'est pas compliqué tant que vous ne dites pas parole et pas parole, parce qu'on l'a entendu plusieurs fois dire il faut effectivement rendre la dépense publique plus efficiente, plus efficace pour d'ailleurs baisser les impôts. Gérald Darmanin a dit la même chose il y a quelques jours, mais on entend ce discours-là. Maintenant, on a envie peut-être vous avez envie que ça passe aux actes, qu'il y ait ce courage politique pour se dire ben voilà, on va accélérer la cadence. On a absolument besoin de savoir quelle est la stratégie du gouvernement en matière d'économie et de rééquilibrage de la sphère publique par rapport au secteur marchand et associé à ça, bien évidemment. 3 points de PIB, vous le savez, on le sait depuis longtemps. Eh bien voilà, tout à fait. Sur le papier en tout cas. Voilà, sur le papier. Écoutez, maintenant il faut des actes et puis sans cette mer de réforme, ça sera toujours très compliqué de faire en sorte de ne pas augmenter la pression fiscale sur les entreprises et les Français. Et là, nous sommes arrivés au taquet. Donc il y a un vrai sujet autour de ça, bien évidemment. En tout cas, juste pour que je comprenne votre position, sur, encore une fois, l'idée de geler, en tout cas, quand le prix du baril flambe, les surtaxes sur les carburants, vous êtes satisfait. C'est la même position que le MEDEF, finalement? Nous demandions 3 choses. Premièrement, effectivement, de dire stop. C'est-à-dire qu'effectivement, dire quoi qu'il arrive, je reste droit dans mes bottes. Nous, on s'était dit, vous savez, si le baril d'un seul coup monte à 100 $ le baril, vous allez rester 24 heures droit dans vos bottes. Parce que d'un seul coup, tous les ronds-points vont une nouvelle fois se jaunir. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, ce que nous demandions, c'est un moratoire. Se dire, écoutez, donnons-nous 3 mois pour redéfinir quelle est la stratégie fiscale du pays, de la France. Moratoire. Là, on n'a pas moratoire. Et là, on n'a pas moratoire. Non. On a une ouverture de dialogue avec des dialogues décentralisés. Alors, toute la question est de savoir si on va pouvoir, pendant ces 3 mois, bouger les lignes. Je noterai quand même une chose, c'est que le gouvernement, sans qu'on ait d'ailleurs trop remarqué, a déjà bougé les lignes sur certaines taxes prévues. Il y avait la vignette poids lourd, le gouvernement y a renoncé. Dans la loi L'Homme. Dans la loi L'Homme. Il y avait tout ce qui concernait la périphérie des villes, l'axe sur ville devenait payante. On n'allait pas mettre de l'huile sur le feu. Voilà, donc le gouvernement, mine de rien, à travers ce mouvement, a déjà fait pas mal de pas en arrière sur des taxes qui étaient prévues, non pas pour l'éco, on va dire, transformation du pays, mais avant tout pour financer le réseau routier qui a besoin de remettre à niveau, d'être remis à niveau. Sur cette taxe variable, on a entendu la réaction des Gilets jaunes avec leur porte-parole, on a entendu du poudre de perlimpinpin en fumage. Vous comprenez que cette taxe variable, encore une fois, ne calme pas les Gilets jaunes pour le coup? Si vous, en tout cas, elle vous satisfait partiellement? Alors, je ne suis pas un spécialiste en sociologie, donc je ne voudrais pas faire une analyse à 2 balles, mais on s'est rendu compte à travers le mouvement des Gilets jaunes que la hausse des carburants était un des éléments qui faisait partie de la colère. Je pense dans tout cela, c'est que ce qu'on a besoin, bien sûr, on peut refuser l'impôt si on ne sait pas à quoi il sert. Et d'ailleurs, il y avait des slogans qui disaient « mais où va le pognon ?» Finalement, ce n'était pas si bête que ça, ces réflexions. C'est-à-dire, ce qu'on a besoin, nous aussi, c'est de savoir où va l'argent que nous payons pour le bien commun, savoir comment il est employé, le fléchage, la transparence, et à partir de là, l'impôt, il est accepté. Mais en face, eh bien, nous sommes encore dans le flou artistique, il faut bien l'admettre. Ouais. Après, on clôt le sujet, mais c'est vrai que poser la question du moratoire sur cette nouvelle taxe sur les carburants, donc prévue pour le 1er janvier, est-ce que ça a du sens quand le pétrole a perdu 30% en 6 semaines et on est déjà à 60 $ le baril de Brent? Est-ce que ça rend un petit peu, déjà un peu caduque le sujet, non? Mais bien sûr. Spontanément, à court terme. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de redéfinir toute la politique fiscale du pays dans l'année qui vient. C'est-à-dire que le carburant est un des éléments, mais la transition, par exemple, énergétique dans la construction, le site, le crédit d'impôt pour les travaux énergétiques, là encore, un pas en avant, 2 pas en arrière. Dans 4 semaines, c'est le 1er janvier. Comment font les professionnels de la construction pour savoir sur quel pied danser? Que doivent-ils dire à leurs clients? J'avais, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, et encore lundi, j'ai eu 3 entreprises qui fabriquent de la menuiserie industrielle, plus des artisans. Ils disent 2018, magnifique année, 2019, notre carnet de commandes devient complètement plat. Pourquoi? Parce qu'en face, eh bien, ils ne savent pas ce qu'ils doivent expliquer à leurs clients. Mais écoutez, c'est quand même du bon sens qu'on attend. Ouais. Bon sens aussi d'ailleurs sur autre sujet, mais ça vous intéressait, les impôts à la production. Alors il n'y a pas d'actu particulière, mais ça va dans le sens de ce que vous racontez, parce que on en parle assez peu, parce que, et à tort, parce qu'il faut expliquer quand même que ce sont les impôts que les boîtes payent avant qu'elles aient dégagé le moindre cent, le moindre euro de bénéfice.
70 milliards d'euros qui sont payés par les entreprises. C'est 3 points de PIB, là où nos concurrents européens, ils sont à quoi, 1 ou 2%? Exactement. C'est ça. Et le gouvernement, il nous dit, oh là, c'est fâcheux, c'est pas bien, il faut faire quelque chose. Sauf qu'il ne fait rien. Et ça vous agace, ça? Non, mais honnêtement, il faut le dire. On est très agacé. Pourquoi? Parce que d'abord, le gouvernement, j'en ai discuté aussi pas plus tard qu'hier, après l'intervention du président de la République, du Premier ministre avec Bruno Le Maire, ils sont tout à fait conscients qu'il va falloir traiter à moyen et long terme le problème des impôts de production. Parce qu'il y a un vrai décalage. Voilà. À long terme, Keynes, vous vous rappelez, on sera tous morts. Alors, eh bien voilà, c'est ça. Le problème, c'est que le jour où on risque de s'en occuper, on risque d'être mort entre-temps. Et les acteurs économiques, en tout cas, s'appauvrissent. Et ça, c'est un vrai sujet pour l'économie française. L'impôt, vous savez, les taxes, eh bien, finalement, c'est tout ce qui sort du portefeuille, que ce soit la personne physique ou la personne morale, l'entreprise. Et bien souvent, l'entreprise paye des impôts d'État, lorsqu'elle collecte et reverse la TVA, lorsqu'elle paye l'impôt sur les sociétés, mais aussi, il y a la fiscalité territoriale. Et là, on a vu une inflation sur la contribution foncière des entreprises, ce sont des impôts de production, c'est-à-dire que vous gagnez ou pas de l'argent, vous payez. Et cela, c'est en pleine inflation. Donc il va falloir effectivement traiter le problème à la racine. C'est pour ça que... Mais rien n'est fait par l'exécutif actuel, au-delà des déclarations d'intention. Tant que l'exécutif... Alors d'abord, vous savez, il pourrait y avoir aussi... Au moins, ils en parlent. Les gouvernements d'avant n'en parlaient même pas. Ils en parlent. Et puis vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, on voyait un exécutif courir à Bruxelles d'une façon pas très glorieuse pour demander de passer au-dessus de la barre des 3% de déficit. Là, on a au moins un gouvernement qui ne va pas, entre guillemets, voilà, d'une façon pas très glorieuse, demander est-ce qu'on peut faire plus de dettes ou plus de déficit que vous nous autorisez. Donc, à partir du moment où on essaie de garder cette orthodoxie budgétaire et qu'en face, on n'a pas entamé la réforme massive de la sphère publique, eh bien, on y revient. C'est la mère des réformes. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Il n'y a aucune marge de manœuvre, si bien que... Parce que les caisses sont vides. D'ailleurs, Darmanin l'a rappelé, les caisses sont vides. Oui, bien sûr. Donc, si vous voulez, moi, il y a une chose que je peux faire pour réformer, entre guillemets, mon entreprise, mais quand même, la réforme de l'État, ce n'est pas mon champ de responsabilité. On veut bien l'accompagner, on veut bien le faire comprendre, mais c'est le champ de responsabilité de l'exécutif. Un petit mot, parce qu'on a Bruno Le Maire qui nous a dit hier ou avant-hier, je ne sais plus, c'était avant-hier, que le mouvement des Gilets jaunes avait un impact sévère, c'est le mot qu'il employait, sur l'économie, avec des chiffres d'affaires sur 2 semaines en baisse de 20 à 50% en fonction des secteurs. Qu'est-ce que vous voyez, vous, à la CPME? Alors nous, ce qu'on voit, c'est que d'abord, il y a des situations d'urgence. Et ne cherchez pas à nous faire peur. Non. Il faut rapidement remettre, entre guillemets, les entreprises et les entrepreneurs, enfin bref, les entreprises au travail, éviter qu'il y ait cette chute de consommation qui est vraiment dramatique. Vous savez, à l'île de la Réunion, j'étais encore au téléphone ce matin avec eux, le commerce est complètement mort depuis 10 jours. Il n'y a plus de denrées périssables dans les magasins. Il n'y a plus tout ce qui concerne l'alimentation sèche. Dans 2 jours, c'est en rupture de stock. Il y a 400 containers qui sont bloqués sur l'île Maurice. Donc autant vous dire que l'économie de cette île de la Réunion, eh bien, elle se retrouve complètement à sec. Il y aura des répercussions très importantes sur la fin de l'année parce que nous sommes dans la période où les Français consomment le plus. Et en métropole? Eh ben en métropole, c'est un petit peu différent, mais on a constaté que même dans les endroits... 20-50%, mais eh ben oui. C'est ce que vous constatez vous aussi? Eh ben c'est ce qu'on constate. Quels secteurs sont les plus touchés? Le commerce en premier, évidemment. Le commerce en premier, parce que même l'endroit où les centres commerciaux étaient accessibles, ils ont vu en moyenne une chute du chiffre d'affaires de 20%. C'est considérable. Ouais. À 4 semaines de Noël, attention, c'est quand même assez anxiogène. Maintenant, si... dire, la confiance revient vite et c'est pour ça qu'on a besoin... Et sur les autres secteurs, je coupe, pardon, mais les autres secteurs en dehors de, alors, les autres secteurs, de la grande distribution, du commerce, sont sans doute un petit peu... Vous savez, lorsque vous bloquez, lorsqu'une entreprise de transport est bloquée un jour, ça veut dire quoi? Que la marge moyenne, le résultat moyen des entreprises de transport dans notre pays, c'est 1% de chiffre d'affaires. Wow. Et lorsque vous êtes bloqué 3 jours, eh bien, vous êtes à sec. C'est-à-dire que 4 jours de blocage, vous basculez dans le rouge. Autant vous dire que lorsque une entreprise de transport ne peut pas travailler pendant une journée, eh bien, je peux vous dire que les deux jours qui restent paraissent très longs. Donc, il faut faire très attention. L'économie des entreprises, et d'autant plus qu'elles sont petites, eh bien, est très fragile. Le commerce aussi est très fragile, surtout lorsqu'il est indépendant. Il n'y a pas de forte capitalisation autour de ces entreprises. Nous craignons beaucoup de choses. C'est pour ça que la cellule de continuité économique est essentiel, il est important pour que les entreprises qui sont en difficulté puissent étaler leurs dettes sociales et fiscales, avoir des facilités de caisse, c'est évident, pour que tout simplement elles puissent passer cette période qui est quand même douloureuse. Oui, pas douloureuse, et pour le coup, alors les mauvaises nouvelles, ça vole parfois en escadrille, c'est l'INSEE qui nous disait ça hier, donc en plein mouvement des Gilets jaunes, le moral des Français, pour le coup, alors là, en chute libre, au plus bas depuis 4 ans, donc selon l'INSEE. Est-ce que ça vous inquiète, une telle chute? Parce qu'on se dit que c'est un peu paradoxal d'assister encore une fois à un décrochage du moral des Français, alors que
octobre, pardon, novembre, c'est le moment où on voit la suppression de la taxe d'habitation hôtière, qu'il y a des baisses de cotisations salariales qui étaient prévues. On se dit, mais comment c'est possible? Mais vous savez, c'est un problème. Oui, le problème, c'est que je pense très sincèrement que le gouvernement s'est pris les pieds dans le tapis. C'est pas plus compliqué que ça. Lorsqu'on a commencé à voir la colère des Gilets jaunes, il fallait intervenir tout de suite, prendre la mesure de cette colère, rassurer immédiatement. C'est pas ce qui a été fait. Parce que le gouvernement a minimisé, c'est ça, ce mouvement? Je pense que le gouvernement a minimisé. Il ne s'est pas rendu compte qu'il avait besoin aussi d'éléments très importants pour la stabilité d'une démocratie, c'est les corps intermédiaires. Voilà. Ah. Et ça, je pense que c'est une erreur. C'est un retour de boomerang, ça. C'est un retour de boomerang. Vous savez, on peut dire tout ce qu'on veut sur les corps intermédiaires. Mais en attendant, sans corps intermédiaire, vous accédez directement entre l'exécutif et le peuple. Et ça, c'est très dangereux. Et donc, une démocratie sereine et moderne s'appuie sur des corps intermédiaires mis en responsabilité. Et nous, on nous a déresponsabilisés au fil des ans. Et aujourd'hui, la situation pour le gouvernement, effectivement, est plutôt très tendue. Nonobstant, c'est vrai que la France reste un grand pays, c'est vrai que la France a plein d'atouts, et c'est vrai que les entrepreneurs français ne demandent qu'une chose, c'est de continuer à travailler. Et les Français, globalement, sont des bosseurs. On est une nation de travailleurs, il ne faut pas l'oublier. Donc, lorsqu'on assiste, depuis ces quelques semaines, eh bien, effectivement, au jaunissement de nos ronds-points, eh bien, c'est vraiment désolant par rapport à tous les atouts qu'ont notre pays. Et me semble-t-il, il faudrait peu de choses pour que ça redémarre. Ouais. Et en tout cas, donc cette vague de pessimisme là, conjoncturelle, pour vous, ça peut quand même avoir des conséquences sur l'activité de cette fin d'année, ou on n'en est pas encore là? Vous savez, comme on dit souvent, dans les retours que vous avez. Le passager le plus important en matière économique, c'est le passager confiance. Aujourd'hui, le passager, effectivement, est sur le bord de la route, il n'est pas remonté dans l'automobile. De la confiance, eh bien, on a besoin, effectivement, rapidement de retisser la confiance. Il avait créé un choc de confiance au début de son mandat, le président. Il avait créé un choc de confiance. À l'origine aussi de ce choc de défiance? Quelque part, vous savez, moi, quand je vois comment les choses se construisent autour de l'exécutif, je trouve qu'ils ont perdu 1000 occasions de faire les choses en confiance, en concertation, paisiblement. C'est ce que je vous disais, lorsqu'on travaille depuis des semaines sur la trajectoire fiscale, en acceptant d'ailleurs des choses pas toujours intéressantes pour les milieux économiques. Parce que vous savez, pour beaucoup de milieux, accepter la baisse des charges en lieu et place du CCE, eh bien, en termes de recettes, en termes de trésorerie, ça sera moins intéressant qu'avant. On l'a acté, on l'a accepté. C'est pour ça que, globalement, le gouvernement... Le problème là, je n'ai pas compris où est le problème avec... La transformation du CICE en baisse de charges pérennes, c'est tout bénef pour vous? Non, pas du tout. C'est-à-dire que c'est un métro. Eh bien oui, pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque vous supprimez... En tout cas, ça coûte cher à l'État. Hein. Ça coûte... Ça va coûter... Non. 20 milliards one shot. One shot en 2019. Parce que en 2019, d'ailleurs qu'on se rapproche de 3% de déficit public. Vous le savez, ça. On le sait tout à fait, parce que c'est-à-dire qu'en 2019, il y a un décalage de trésorerie sur le CICE de 2018 qui sera perçu en 2019. Et il y aura la baisse des charges. Voilà. En 2019. Donc c'est vrai, il y a un effet ciseau. Finalement, Emmanuel Macron récupère une décision qui avait été prise par l'ancien exécutif, par François Hollande, à travers le CICE. Il y a un outil. Bon pour vous. Alors, ça sera bon, bien sûr. Ça sera très bon. Je dis pas ça. Mais en 2020, parce que la fiscalité, si vous voulez, l'organisation économique d'une entreprise, c'est pas simplement une année. Ce que nous avons accepté, c'est qu'à partir de 2020, quand bien même vous aurez la baisse des charges sociales, vous n'aurez plus le CICE. Et là, eh bien, en argent, en trésorerie, ça sera beaucoup moins intéressant pour les acteurs économiques et votre coût du travail va remonter. C'est d'autant plus vrai dans les DOM où le CICE était monté jusqu'à 9 points. Donc il y a un effet mécanique qui va être favorable sur 2019. Favorable sur 2019, beaucoup moins favorable sur 2020. On l'a accepté, on l'a acté parce que nous sommes des gens responsables. Et sur cette matière, eh bien, on a dit effectivement, on ne peut pas tout demander, il faut être cohérent. En attendant, je ferai un constat. Vous savez, dans toute cette histoire des Gilets jaunes, les corps intermédiaires ont fait preuve de très grande responsabilité parce que personne n'a basculé, on va dire, dans la jacquerie. Et ça, c'est un fait à signaler. Je pense que le gouvernement devrait réfléchir à cela et s'appuyer sur les corps intermédiaires. Bon, très bien. Juste pour synthétiser, on finit là-dessus. La pensée, enfin la position, on va dire, de la CPME sur, encore une fois, ces annonces présidentielles. Pour vous, il y a un signe d'ouverture, d'écoute. Il y a une demi-mesure, une mesure qui ne fonctionnera pas sur les carburants. Oui, en fait, sur les carburants, ils viennent nous dire, attendez, si jamais on revoit encore des gilets jaunes au rond-point, eh bien, on va baisser la pression fiscale. Grosso modo, c'est un petit peu la réponse, parce qu'on ne sait pas quel mécanisme technique ils vont mettre en place pour éviter l'augmentation de la TICPE sur les carburants. À côté de ça, il y a cette ouverture de dialogue pendant 3 mois. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'avant la fin de l'année, eh bien, on connaisse la trajectoire fiscale du gouvernement, parce que qu'est-ce qu'on dit à nos ressortissants? Comme je vous disais dans le cadre, par exemple, de la transformation, au niveau de la construction, lorsqu'il s'agit de parler de transformation énergétique. À quelle sauce vont être mangées, entre guillemets, les entreprises au niveau fiscal. Et nous voulons du fléchage, et nous voulons comprendre, et nous voulons une fiscalité à isocoût. Nous sommes au taquet. Donc vous n'avez été que partiellement entendu? Bien sûr que partiellement entendu, tout à fait. Bon.
Il y aura d'autres concertations pendant 3 mois, ça ne va pas labrer, vous avez compris ça, hein? Alors oui, ça ne va pas labrer pendant 3 mois. Bah, écoutez, on va voir. En vous mettant dans la boucle, vous êtes content, non? Oui, bien sûr. Mais écoutez, c'est pas faute d'avoir dit, écoutez, donnez-nous des perspectives, enfin, en tout cas, intelligibles et visibles. Bon, voilà, merci d'avoir été avec nous. Donc, François Asselin, le président de la CPME, qui est donc votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.